McLaren MP45 de 1989 avec le fameux moteur V10 Honda. Alors à cette époque-là, oui, Ferrari est quand même très bien placé, mais en 89, domination de McLaren, c'est l'époque du fameux duo Ayrton Senna-Alain Prost. D'ailleurs 89, ça a été l'année la plus tendue de leur duel, puisqu'il y a eu l'accrochage à Suzuka, qui va permettre à Alain Prost d'être sacré champion du monde, alors que Senna, lui, sera disqualifié. Donc c'est avec cette monoplace que le Français et le Brésilien ont livré ce duel homérique. Ici, un modèle très particulier. Donc on a une Lotus. Alors il faut savoir que Lotus a été peut-être une des marques, si ce n'est la marque qui a été la plus innovante et la plus audacieuse en Formule 1. On en reparlera, les pontons latéraux, les ailerons, l'effet de sol, ça vient d'eux. Et là, c'est un modèle très particulier, puisque c'est une Formule 1 qui n'a pas beaucoup couru, mais qui avait la particularité d'être avec une turbine. Avec son moteur, c'était une turbine Pratt & Whitney, donc c'était dérivé d'un modèle qui avait couru à Indianapolis. Et donc ça donne une forme très très particulière. Vous voyez, la voiture est extrêmement plate, et surtout à l'arrière, eh bien, c'est une turbine. Donc ça fait un design vraiment très très particulier, très spectaculaire. Alors parlons un peu de McLaren, qui est évidemment un des grands adversaires historiques de Ferrari, puisque McLaren est arrivé en F1 en 66, 65, 66. Donc c'est la deuxième écurie la plus ancienne en F1. Et d'ailleurs c'est celle qui a le deuxième plus gros palmarès après la Scuderia. Donc là il y a quelques modèles emblématiques, notamment la M23 de 1976. C'est la McLaren avec laquelle James Hunt a livré son fameux duel contre Niki Lauda. Cette fameuse saison 76 où Lauda a eu son accident au Nürburgring, est revenu de manière incroyable malgré ses séquelles, mais James Hunt a eu le dernier mot. Encore une Lotus, la 88B de 1981. D'ailleurs, c'est une voiture dont je vais parler dans mon prochain livre. Elle a une particularité, c'est qu'elle n'a jamais disputé la moindre course. Et pourtant, elle avait une innovation incroyable, puisqu'elle avait deux châssis. C'était une voiture à double châssis. Donc en fait, il y avait ce qu'on appelait le châssis primaire et secondaire. Donc le châssis primaire, on ne le voit pas en fait, il est caché par la carrosserie. C'était le châssis qui apportait le grip mécanique, on va dire, avec les suspensions, etc. Et il y avait le châssis secondaire. Donc c'est un châssis par-dessus qui, lui, n'avait qu'une seule fonction, c'était l'aérodynamisme, avec notamment pour objectif de générer de l'effet de sol. Et on voit que les pontons sont fermés et l'air passait sous la voiture et était aspiré pour en fait plaquer la voiture au sol. Donc on voit que la voiture était vraiment conçue pour être totalement rivée à la piste. Donc c'est une voiture qui était extrêmement novatrice, qui était très performante lors des essais, sauf que la concurrence n'a pas vu ça d'un très très bon œil, et ils ont tout fait pour l'empêcher de courir, et ils ont eu gain de cause, puisque la FIA va interdire d'homologuer cette voiture, donc il n'a jamais pu prendre le moindre départ. Brabham. Donc Brabham, c'est une écurie qui a été créée par l'Australien Jack Brabham dans les années 60. D'ailleurs, Brabham a la particularité d'avoir été le seul pilote à être sacré champion du monde avec sa propre écurie. Et ensuite, Brabham, il faut savoir, a été la propriété pendant très longtemps d'un certain Bernie Ecclestone, qui tout en dirigeant le business F1 était aussi patron d'écurie. Bon, on ne va pas s'éterniser sur des conflits d'intérêts, mais bon, peu importe. Là, ce modèle, c'est la BT45 de 77. Alors, vous voyez, elle a une particularité, c'est qu'on voit que l'arrière est beaucoup plus large que l'avant. Alors, il y a une raison, c'est parce que la Brabham est équipée à l'époque d'un moteur Alfa Romeo, mais un 12 cylindres à plat. Ça veut dire que l'angle du moteur est de 180 degrés. Et d'ailleurs, ça se voit. La conséquence, c'est que l'arrière est extrêmement large, beaucoup plus large que l'arrière. Alors on fait un saut de quelques années, on est dans les années 80, avec ce qui est peut-être une des plus belles Formule 1, à mes yeux esthétiquement, c'est une des plus belles, la Brabham BT54 avec un moteur turbo BMW. Alors c'est l'apogée du turbo, il faut imaginer, le moteur BMW c'est un 4 cylindres en ligne, 1,5 litre, mais en 1985, au qualif, on atteint les 1300-1400 chevaux. Donc c'est pour vous dire la démesure de l'époque en termes de puissance. Et la voiture est magnifique, notamment d'un point de vue aérodynamique, c'est une véritable flèche.
Bon, Brabham en 85 est sur le déclin. L'écurie était encore la propriété d'Ecclestone, il la revend en 87 et après l'écurie va péricliter et disparaître en 92, alors que ça a été une des grandes écuries des années 70-80. Alors par exemple, Cooper avec la T51. Donc Cooper, c'est un constructeur qui a eu beaucoup de succès en F1 à la fin des années 50 et surtout, leur innovation, c'est que la T51, donc la monoplace qu'on voit, est la première à avoir mis le moteur à l'arrière. Donc c'est une révolution, hein, puisque les monoplaces de Formule 1 auparavant avaient le moteur à l'avant. Donc les Britanniques vont mettre le moteur à l'arrière, ce qui va permettre notamment de dégager l'avant, de le rendre plus aérodynamique, ça va permettre de gagner du poids, hein, puisque l'ensemble moteur-boîte va se retrouver à l'arrière. Et donc la voiture va faire preuve d'une grande agilité. Alors Enzo Ferrari au départ était assez dubitatif. D'ailleurs, vous voyez, là, c'est une Ferrari à peu près de la même époque, la Ferrari 246 de 1958, et elle a encore le moteur à l'avant. Donc on voit que le poste du pilote est encore tout à l'arrière. Donc Enzo Ferrari était assez dubitatif, hein. Il avait notamment dit qu'on ne mettait pas le bœuf, c'est le bœuf qui tirait la charrue et non l'inverse. Mais bon, les lois de la mécanique et de l'aérodynamique ne sont pas celles de l'agriculture. Et donc il s'est avéré que la solution de Cooper était beaucoup plus efficace. Et donc Ferrari s'y est mis assez rapidement pour rattraper le temps perdu. Alors ici on a une Cooper Maserati T81 1966. Maserati V12 3 litres. Oui, parce que Maserati a été motoriste en Formule 1 à la fin des années 60. Et moi, ce que je vais vous montrer, c'est à quel point la sécurité est un mot inconnu du vocabulaire, hein. Donc, vous remarquerez, voilà, il y a un petit arceau. Il y a un petit arceau rouge là, pour que ça dépasse de la tête du pilote. Le cockpit, en fait, c'est une boîte de sardines. Il n'y a pas d'aileron, donc l'adhérence, je vous laisse imaginer la dextérité qu'il faut, mais on a un monstre derrière. Voilà, on a un V12 3 litres aux fesses, les réservoirs. Donc c'est une bombe à retardement sur laquelle on est assis. Et on conduit ça en 66, les Formule 1 frôlent le 300 à l'heure, hein, en vitesse de pointe. Donc imaginez-vous à 300 à l'heure dans un truc comme ça. Alors évidemment, quand on évoque les adversaires, les ennemis de Ferrari, comment ne pas évoquer Williams, hein. Donc l'histoire de Frank Williams, elle est incroyable. Donc là, on a la Williams FW07 de 1981. D'ailleurs, c'est en 1980 hein, que Williams a remporté son premier titre avec Alan Jones. Alors la particularité des Williams de l'époque, c'est que vous voyez, elles ont une livrée blanche et verte qui est en fait liée à la nationalité des sponsors de l'écurie. Donc, je pense que vous avez deviné, hein, Fly Saudia, TAG, Technique d'Avant-Garde, qui est un groupe qui était détenu d'ailleurs par la famille Hodge, d'origine saoudienne. On voit là aussi, hein, vous voyez les armoiries hein, sur le cockpit, Saudia. Donc la marque, à l'époque, l'écurie avait principalement des sponsors Al-Bilad, des sponsors saoudiens. Il y avait même au début, parmi les sponsors saoudiens, un groupe très très important, notamment dans le BTP, un groupe qui s'appelait Bin Laden. Voilà, je pense que ça vous parle. Alors March, donc autre écurie anglaise. D'ailleurs, un des fondateurs de l'écurie est un certain Max Mosley, qui va être ensuite patron de la FIA, président de la FIA. Et Mosley, c'est le M dans March. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez la Tyrrell P34 avec 6 roues. Elle avait 4 roues à l'avant, 2 roues à l'arrière. Alors March, ils ont voulu tester autre chose. Et oui, donc ils ont fait 6 roues, mais avec 4 roues à l'arrière. Voilà. Alors, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que l'écurie n'avait pas beaucoup de moyens, donc le développement a été vite stoppé. Et puis surtout, ça se révélait très très compliqué en termes de poids, puisque là où la Tyrrell avait les 4 roues avant très petites, là vous voyez que les 4 roues à l'arrière ont la même taille. Donc ça veut dire qu'en termes de poids, de surpoids, parce qu'il faut, il y a les jantes en plus, les pneus en plus, les suspensions en plus. Donc ça se révélait très très compliqué et ça a été très vite abandonné parce que ça n'a pas donné de résultats probants. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, il faut savoir que Ferrari a également testé une voiture à 6 roues, mais a laissé tomber là aussi parce que la FIA s'est empressée d'interdire dans la réglementation cette possibilité.
Donc la March 701, 1970, pilotée par Ronnie Peterson. Alors 70, on est vraiment dans un tournant pour la Formule 1, c'est l'époque où on voit apparaître les ailerons. Alors c'est Lotus qui a introduit ça en 68-69, mais toutes les écuries s'y sont très vite mis parce qu'on a vite vu que l'avantage que ça a apporté en termes d'appui. On voit le travail, notamment la prise d'air en dessous, parce qu'on voit que les prises d'air ne sont pas encore au niveau des pontons sur celle-là. C'est Lotus là aussi qui va introduire les pontons latéraux pour le refroidissement du moteur. Donc on a encore la grosse prise d'air en dessous. On voit les petites ailettes. Alors évidemment, on est très très loin des délires aérodynamiques d'aujourd'hui, mais bon, pour l'époque, on voit que ça permet de générer de l'appui sur l'avant. Et puis on a les gros ailerons un peu pelle à tarte à l'époque pour l'arrière. On voit la machinerie, sacrée machinerie qui était découverte. On voyait que c'était pas couvert. Toute la partie arrière mécanique n'était pas couverte par le capot moteur. On voyait bien donc le V8 Ford Cosworth qui a équipé la majeure partie du plateau de la F1 entre 67 et le début des années 80.